Bonjour, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Et j'ai le grand plaisir, en ce matin du 20 janvier, au lieu d'écouter la sermentation de Joe Biden, on est en compagnie de Daniel Pearl, architecte écolo que j'ai connu dans les années 90 et qui enseigne depuis combien d'années à l'Université de Montréal, l'architecture? 20 ans, Déjà, hein? Et oui, l'architecture verte depuis 25 ans? 30 ans. 30 ans, hein? Ben moi, ça fait 30 ans que j'écris là-dessus. Alors, tu es vraiment un des premiers que j'ai connus. Dis-moi, comment est-ce que ta pratique a évolué depuis 30 ans, Daniel, à l'œuf, à Montréal? Premièrement, enchanté et félicitations pour tout le travail que tu fais depuis 30 ans. Même Merci. si on ne parle pas beaucoup à vivre voix, mais Non. je suis quand même toutes les choses et c'est formidable, particulièrement la bataille pour les problèmes avec l'électromagnétisme et tout ça. Je travaille avec des experts dans ce domaine pour aider quelques-uns de mes clients et j'apprécie ça beaucoup. Je travaille maintenant avec une connexion Ethernet dans le bureau ici, pas le Wi-Fi. Je fais Écoute, mon mieux. moi, j'apprécie que tu en parles parce que c'est le sujet tabou de Oui, l'argent des télécoms est partout, même sur les toits des oui, hôpitaux. oui, Et oui. d'habitude, c'est la dernière question que je pose dans mes entrevues. Alors, je trouve ça le fun que ce soit toi qui en parles. Non, mais toi, tu as commencé le sujet des téléphones et moi, je dis toujours à ma femme de ne pas parler directement proche de ta tête. Utilise des trucs pour au Ouais. moins avoir une certaine distance. Mais là, Et tu as des écouteurs Bluetooth dans les oreilles? oui, mais c'est lié avec quelque chose. Quand j'ai fait la recherche, ça lié, quand c'est pas directement Wi-Fi, c'est au téléphone, c'est pas la même chose. C'est J'ai moins entendu. fort, mais le Bluetooth a des effets biologiques. Moi, je te recommanderais le AirTube que j'ai ici. Parce que la dernière section, c'est un tube de caoutchouc comme un stéthoscope. Donc, il n'y a pas de champ électromagnétique qui rentre dans l'oreille. C'est quand même des OK. radiofréquences qui rentrent dans ton cerveau là, et dans ton oreille. Le Mais tu peux Bluetooth, m'envoyer quelque chose là-dessus, un oui, lien pour. Ça serait c'est un plaisir. Je je vais- suis jamais trop vieux pour apprendre des choses. oui, ben, c'est pas compliqué, je vais le dire pour tout le monde, c'est vertechno.com, V-E-R-T, trait OK. d'union, techno.com, OK. qui a les OK. écouteurs AirTube, et donc vers, V-E-R-T, trait d'union, techno.com. Et il y a OK. même un adaptateur pour iPad, iPhone, pour naviguer sur Internet sans Wi-Fi. Alors, OK. dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais d'intéressant ces temps-ci, Daniel? Mais honnêtement, un des avantages d'être un prof à demi-temps à l'université tout ce temps, plus avoir une pratique et toujours un des associés à l'œuvre, ça me donne la chance de faire des choses que normalement en pratique, on ne peut pas faire. Ça veut dire en pratique, il faut qu'on gagne assez d'argent pour survivre et je suis fier que ça, c'est presque l'année prochaine, ça sera la 30e année de l'œuf. On a commencé en 92 et on Avec est une Marc vingtaine. Podobiak? C'était Marc Oui, Podobiak qui exactement, était ton avec associé. Marc. Et nous sommes une équipe de 20 personnes maintenant à l'œuf. 20 Pendant personnes des quand même. années, on était entre 5 et 15 ou 5 et 10. Et non, récemment, on a gagné plusieurs prix en ligne qui nous a donné une chance à grandir et pratiquement rentrer dans le domaine institutionnel et pas juste logement collectif. Et Ouais. c'est toujours à la base le logement collectif et les questions éthiques qui m'étirent. Mais si je peux juste dire une chose, c'est donc le luxe ou l'opportunité de travailler deux tiers, ça veut dire que si la mathématique est bien, je dépasse le 1% de 100% de mon temps. L'avantage, c'est que je sens renouveler chaque année parce que je fais de la recherche avec mes étudiants et mes chercheurs, co-chercheurs à l'université. J'amène ça à l'œuvre. Je fais des projets pilotes à l'œuvre. J'amène ça à l'université. Et le va-et-vient entre les deux est très riche. Et ça m'aide aussi à rentrer dans un domaine de transdisciplinarité, interdisciplinarité. Récemment, j'avais des étudiants en doctorat avec École Polytechnique et Michael Kumart, des étudiants chez nous sur des quartiers durables. Au lieu de juste concentrer sur le bâtiment durable, depuis quelques temps, on concentre sur ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, d'un style de vie, au lieu des bâtiments. Ce pas des Ouais, bâtiments verts, c'est un style de vie vert, c'est des exactement. personnes vertes
Et nous, on a besoin des bâtiments, mais on a besoin beaucoup plus que des bâtiments. On a besoin d'une éducation, on a besoin des activistes, on a besoin de la communauté, on a besoin de l'activisme social. Et donc, les bâtiments tout seuls ne donnent pas ça. Donc, depuis 3 ans, j'ai commencé une nouvelle maîtrise à l'Université de Montréal qui concentre sur l'approche vers la collectivité durable et des infrastructures vertes et même la justice sociale et la combinaison de ces éléments autour du canal de la Chine. Et on regarde de Bridge Bonaventure jusqu'à Ville-Saint-Pierre tout le long. Puis on fait des projets pilotes de 1 hectare à 30, 40, 50 hectares. Donc, comme la question de biodiversité, ce n'est pas juste de planter un arbre chez vous. Qu'est-ce que c'est les forêts urbaines quand on a des autoroutes à côté? C'est des questions d'énergie, déchets, des flux des matériaux. Ça veut dire que oui, tout le monde adore des matériaux non toxiques, mais la vérité, c'est d'où viennent les matériaux. Si on a besoin de couper un arbre en Chine pour l'amener à Montréal ou un panneau solaire en Chine, ce n'est pas tellement durable. Et particulièrement qu'on a une énergie locale sans carbone, c'est très difficile de justifier d'amener un panneau solaire de loin quand on a d'autres priorités. Depuis quelques années, pour aider toute la cause de logement social, logement abordable et la justice sociale, on travaille sur la notion de résilience. La résilience, ce n'est pas juste un mot bien connu dans les journaux. Pour nous, je parle particulièrement de la résilience de l'enveloppe, mais aussi la notion de futurité. Depuis une quinzaine d'années à l'œuvre, nos projets de logement abordable collectif, coopérative et OBNL, c'est vraiment pas juste de faire le mieux qu'on peut la première journée, mais de garantir que les projets peuvent évoluer avec le temps. Et ça, c'est quelque chose qui était une bataille avec Hydro-Québec et Énergir dans le temps, il y a 10 ans, mais maintenant, ils sont d'accord avec nous que de faire une cul-de-sac, ça veut dire mettre un chauffe-eau individuel électrique et mettre une plante électrique et dire qu'on va mettre le minimum de VRC qui ne fonctionne pas bien à moins 20. C'est comme impossible de connecter une boucle d'énergie puis prendre davantage par après. Donc, si tu as un projet urbain au centre-ville, tu es à côté d'un bâtiment qui a des procès, qui a un excès d'énergie, tu as une source d'énergie gratuite à côté et on a besoin d'utiliser la trame électrique pour rien parce qu'on n'a pas prévu une stratégie que j'appelle évolutive ou de futurité. Et ça, c'était une des choses que je pousse. Donc, il y a deux éléments particuliers depuis 2 ans qui m'affectent beaucoup. Mais avez-vous fait un projet pilote, excusez, avec oui. Hydro sur ça, aller chercher de la chaleur dans un bâtiment voisin? Je vais expliquer ça dans une seconde. On fait quelque chose de très proche à ça avec SHQ, la Ville de Montréal. Mais juste avant, si je retourne une couple d'années, un de mes collègues, amis proches, professeur Ted Kasich à l'Université de Toronto, qui est venu donner une conférence dans le City Best à l'Université de Montréal, il a écrit un guide sur l'importance de résilience de l'enveloppe. Et le guide a montré que pour le moment, peut-être pour des personnes qui ont plus d'argent, il peut avoir une génératrice facilement, il peut toujours avoir accès à l'énergie, même pendant les pannes d'électricité. Mais pour le logement collectif, on n'a pas d'argent pour les génératrices très souvent. Puis on a des enveloppes qui n'ont pas le niveau de résilience nécessaire. Alors, il a écrit une guide d'une 60aine de pages que je peux partager avec toi, qui est maintenant disponible sur le web. Et il m'a aidé à pousser ça dans nos projets à l'œuvre et dans mes études de recherche. On a fait une présentation ensemble dans une colloque à Montréal virtuelle cette année sur la résilience. Et c'est la notion que dans le logement le plus vulnérable, c'est important d'avoir une résilience de l'enveloppe d'un minimum de 48 à 72 heures. Et c'est la notion que dans un bâtiment de, mettons, 4-6 étages,
et il n'y a pas nécessairement un ascenseur qui fonctionne pendant ces pannes d'électricité. Puis nous sommes en train de mettre le tout sur l'électricité au Québec. Puis on va avoir des pannes, malheureusement, dans l'avenir avec des crises qui s'en viennent. Qu'est-ce qui se passe pour une personne vulnérable dans un appartement et c'est moins 20 à l'extérieur, puis les ambulances ou police ou pompiers ne peuvent pas venir à moins que 48 à 72 heures. Donc, Absolument. nous, on a regardé... C'est quoi la résilience? Peux-tu la définir, oui, je vais le 72 heures sans chauffage? Oui, pour nous, ça veut dire que de garantir qu'il y a un minimum de 15 degrés Celsius, même après 72 heures. Alors, 72 heures. Oui. 72. Alors, oui, au lieu de compter sur un norme Passive House, qui pour moi, des fois, ne tient pas compte de l'importance de résilience, je ne suis pas contre Passive House. J'appuie ça. Mais dans le logement abordable, si on met tout notre argent juste dans l'isolation et pas dans la résilience, c'est un problème. Donc, mais on a deux défis. Ce n'est pas juste quand c'est moins 20. Le deuxième défi, c'est quand c'est plus 30. Et quand c'est plus 30, l'enveloppe ne fonctionne pas pareil. Et ça, c'est une partie de la recherche que je fais. On a fait une étude pour la ville de Montréal l'année passée. En 2020, on était engagé pour faire une étude pour aider la ville à peut-être changer leur standard axiologie, pas juste 2.0, mais 3.0 qui s'en vient. Et c'est la norme que la résilience de 72 heures soit respectée. Quelle est la différence durant les canicules, la performance de l'enveloppe par rapport à moins 20? Alors, la différence, c'est en hiver, la ventilation naturelle n'est pas nécessaire, mais en été, oui. Même si c'est juste partiel. On a fait la simulation de nos deux projets déjà construits, Bois-Hélène, construit en 2016 à Laval et Coteauvert en 2010 à Rosemont. Puis on a pris nos deux designs, puis on a fait une étude pour voir est-ce que tel que construit, est-ce que ces bâtiments peuvent subir vraiment une panne d'électricité de 72 heures, même si ces deux projets sont formidables, un avec la géothermie, l'autre avec une enveloppe qui a une étanchéité mieux que Passive House à 0.45. Et on a découvert pour Bois-Hélène, et on a découvert que ni l'un ni l'autre est parfait. Et ça, c'est nos meilleurs projets et presque des meilleurs au Canada. Donc, c'est une autre stratégie. Et donc, nous sommes, on a soumis dans un mini-concours avec SHQ une demande de subvention pour un projet de démonstration, puis on travaille avec Nathalie Doyon de SHQ, puis la Ville de Montréal, et bâtir son quartier, puis des ingénieurs à promouvoir un projet, puis là, de 4 étages, construction en bois, qui est vraiment, si je peux juste partager mon écran avec toi, je peux te montrer une image de ça, parce que c'est assez intéressant. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une enveloppe qui est tellement bien au niveau de résilience, au niveau de coupure des ponts thermiques. Mais une enveloppe n'est pas assez. C'est ça qu'on a découvert en été, que ça prend autant la ventilation transversale avec un minimum de masse thermique. J'allais dire la masse. Oui, mais la masse thermique n'est pas 10 pouces de béton. 2 pouces de béton sur une structure de bois est assez par rapport à le début de nos analyses. C'est toujours à valider à 100%. On travaille avant avec Pajot Marin, maintenant avec Ambionnaire pour évaluer ces choses. Mais c'est incroyable comment c'est important de concevoir la coupe de mur avec l'enveloppe, avec la coupe du bâtiment dès le premier esquisse. Alors, est-ce que tu as vu en passant? Je vais juste partager l'écran pour un second. Ça me fait penser pour la masse, les panneaux d'oxyde de magnésium WFI Panels. Je ne sais pas si tu as vu ça, un produit québécois. Non, mais tu peux m'envoyer le lien. Pour nous, c'était juste 2 pouces de Gypcrete ou quelque chose pareil qui peuvent jouer le rôle acoustique en même temps que ça joue le rôle de masse. On n'est pas intéressé que ça joue juste un rôle, on veut les deux. Alors, une des choses que tu vois ici, est-ce que tu vois mon écran? Absolument, très beau. Et on a un nouveau projet à Griffintown.
Et on a vraiment des coursives extérieures. Donc, ce n'est pas juste la ventilation transversale, mais c'est même conçu pour COVID. Il n'y a aucun corridor, aucune entrée, aucun vestibule intérieur. Tout est à l'extérieur, même un ascenseur, parce que c'est 4 étages, on voit l'ascenseur en arrière. Il y a une couverture pour bloquer la neige, mais ce n'est pas chauffé. Et donc, la notion, c'est on peut garantir même au centre-ville la ventilation transversale, des unités transversales. Et pour nous, ça fait plusieurs choses. Une, c'est ça donne le contrôle de la quantité d'air au client et pas juste le VRC. Donc, tu peux bien contrôler pendant les saisons hivernales ou peut-être l'automne, printemps. Il y a au moins 5-6 mois à Montréal où ce n'est pas trop chaud et ce n'est pas trop froid, où tu peux avoir une quantité d'air frais qui dépasse le code. Et ça, c'est important. Deuxièmement, sur la rue, parce que c'est au centre-ville, à Griffintown, il y aura des projets de construction. Et des fois, tu as un problème que tu as une chambre qui va avoir trop de bruit la nuit ou de circulation. Tu vas avoir une deuxième façade dans le cours privé pour avoir une qualité sonore qui est bien aussi. Donc, la clé pour nous, c'est d'avoir une enveloppe assez performante que la quantité d'énergie nécessaire est minime, vraiment. Et comme ça, on peut subir une panne d'électricité de 3 jours sans problème. Alors, comme j'ai dit, Coteau Vert et peut-être en hiver, c'était peut-être une journée et demie. En été, c'est même pas une journée. Mais Bois-Hélène, qui était beaucoup plus vers Passive House, c'était peut-être 2 journées dépendant de la façade. Chaque façade est différente, dépendant si tu as une coupole de brise-soleil ou star extérieur ou non. Ouais. Donc, c'est la simulation fascinante qui va nous aider à vraiment décortiquer les stratégies exactes. Et okay, c'est ça que... Point de vue de l'énergie, est-ce que vous avez des batteries, un minimum de photovoltaïque pour faire fonctionner de l'éclairage, de la ventilation? Mais on est en train de planifier des choses. Donc, une, c'est des aires de refuge. Ça veut dire que peut-être on va mettre une génératrice pour 10% des unités, peut-être pas 100% des unités. Et ça, c'est une stratégie avec Ted Kassick qu'on a discuté. Peut-être il y aura des personnes vulnérables que même avec toutes les mesures passives, ils ont besoin d'un ventilateur ou quelque chose. Et donc, peut-être l'ascenseur peut fonctionner éventuellement avec cette même génératrice. Donc, c'est la planification d'un panneau électrique prêt pour connecter, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir des génératrices à hydrogène ou quelque chose mieux. Elon Musk parle de ça depuis longtemps et ça sera abordable et possible parce que ce n'est pas évident d'avoir des choses en diesel dans un projet de logement collectif et la sécurité des enfants, etc. Donc, nous sommes en train d'essayer de regarder ça. Mais je pense qu'avant qu'on regarde la génératrice, j'aime mieux que l'unité, l'enveloppe et les stratégies de base soient ancrées. C'est clair. Et la deuxième chose dans ce projet pilote que j'adore, c'est la notion qu'on a suggéré à la Ville de Montréal de mettre dans leurs normes, c'est que 50% minimum de l'énergie du bâtiment soit regroupée dans une stratégie centralisée pour qu'un jour qu'on va avoir une boucle d'énergie urbaine dans la rue, on peut connecter sans de faire des rénovations majeures au bâtiment. C'est quoi une stratégie centralisée? Donc, au lieu d'avoir des tanks à eau chaude individuels dans chaque appartement, on fait un chauffe-eau centralisé. Au début, ça peut fonctionner par une thermopompe pour améliorer la performance, mais on peut facilement déconnecter ça et connecter ça à une boucle d'énergie de la ville avec des réservoirs déjà en place. Donc, ça, c'est une stratégie. Une deuxième, c'est de prendre une source d'énergie pour préchauffer l'air frais et pré-refroidir l'air frais, encore d'avoir une stratégie centralisée. Peut-être pas pour toutes les unités, peut-être c'est 4 ou 5, dépendant le nombre, peut-être entre
4 à 8 unités connectées ensemble pour leur VRC, ERV, mettons, qui est mieux, énergie. Et comme ça, on peut peut-être éliminer la clim. Ça veut dire que si tu doubles la quantité d'air frais nécessaire au centre-ville et tu es capable de pré-refroidir ça avec une énergie renouvelable un jour, c'est une technique d'éviter la clim pure. Et c'est comme une forme de déshumidification et refroidissement partiel, parce que pour le moment, la norme d'Axiologie ne laisse pas climatisation dans leur standard. Ce n'est pas dans le budget, même si à Ontario, ils ont changé la norme. Ça me fait penser hier, je pourrais t'expliquer, hier, je parlais à Alexandre Degagné de la compagnie québécoise Minotaire, qui, lui, vend plein d'unités échangeurs d'air, thermopompes qui déshumidifient, tout ça, aux États-Unis. Il y a Housing Vermont, il en vend à Boston et ailleurs. Et à ce niveau-là, c'est ça. C'est un tout petit peu de clim pour rafraîchir un peu et préchauffer l'air également. Et c'est plus que 100% d'efficacité. C'est mieux qu'un VRC à ce niveau-là. Alors, il y en a plusieurs choses que j'adore avec cette stratégie. Ça veut dire que pour des équipements, pour les gens qui demeurent dans un projet ou pour l'équipe d'entretien, ce n'est pas des systèmes compliqués. Ouais. Et on n'a pas besoin de gaz. On a un système de base passive. On a des thermopompes un jour qui peuvent être remplacés par une boucle d'énergie. On a une simplicité et on peut, dans un sens, faire un programme d'éducation. Ça, c'est une autre chose que j'ai fait depuis un peu de temps, André. C'est au lieu la plupart des gens n'ont jamais fonctionné avec un VRC dans un projet de logement locatif ou multilogement. Les gens qui ont des maisons unifamiliales sont très au courant de ça depuis 20 ans. Mais dans le logement collectif, les gens ont très peur de ça. Ils pensent que peut-être qu'il y a quelqu'un qui fume dans une autre unité, leur air frais va rentrer chez moi, ou que pourquoi je paye pour ça pendant toute la nuit quand je ne veux pas que l'air frais rentre, je ne comprends pas la qualité d'air, je n'ai pas une capacité de contrôler les choses. Donc, nous sommes en train d'analyser maintenant avec SHQ Ville de Montréal, notre équipe ingénieure embryonnaire, la notion qu'on peut centraliser les choses, mais donner quand même un certain contrôle. C'est ce que Rimouski a fait, l'Office municipal d'habitation, avec la Conviviale, qui est des logements collectifs passive house, même, avec toutes sortes de stratégies de ventilation, de contrôle. Et une de nos choses, et c'est pas pour encore dénigrer l'importance de passive house, parce que c'est incroyable quand on triche, presque toutes les unités de logement abordable sont passive house. J'adore ça, mais on n'a pas l'argent ici, ils ne nous donnent pas l'argent pour ça. Nous, on a calculé avec des ingénieurs pour bois et laine qu'on a besoin d'avoir une valeur résistance effective d'environ 25 à 28 pour avoir le meilleur retour d'investissement. Puis après ça... Donc, air effectif dans les murs. Oui, et ça veut dire que si on a une bonne fenêtre, on va avoir toujours plus qu'un R10 total du bâtiment. Si on a une fenêtre de R5, puis des murs, puis dépendant le pourcentage, mettons qu'on a 40% maximum de fenestration, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut investir dans la futurité, dans la possibilité de centraliser l'eau chaude, dans la notion de préchauffage de l'air frais, dans la notion des matériaux sains, dans les structures en bois avec des mesures compensatoires, dans la notion des mesures contre les îlots de chaleur, évapotranspiration, la verdure dans le jardin, dans la notion... Pour les mesures compensatoires, tu parles d'ossature de bois et mesures compensatoires? Mais dépendant, des fois, tu peux avoir avec un système de gicleur un peu plus performant. Comme un exemple, un bâtiment 4 étages, on peut y aller avec un système standard. Il y a des systèmes qui ne sont pas juste résidentiels, qui sont un petit peu plus, si on veut, peut-être. Mais
ce n'est pas juste les mesures compensatoires. C'est une stratégie totale qu'on mette l'argent où est le meilleur investissement et où est la meilleure résilience. Au lieu de suivre une norme qui ne donne pas nécessairement un produit abordable. Et ça, c'est la clé pour nous. L'abordabilité est clé. Et j'adore le travail qu'Écohabitation fait. Et la plupart, c'est pour des triplex, des unités individuelles. Mais pour nous, en logement collectif, on n'a pas le droit d'y aller juste tout de suite à Passive House. Il faut qu'on trouve la meilleure façon d'investir l'argent. Et je pense que nous sommes en train de mettre un standard par un projet pilote avec la SHQ, la Ville de Montréal, qui n'est pas juste un projet pilote. Mais ce que j'adore avec ce nouvel programme, c'est qu'on a de l'argent pour mettre des équipements, de faire un contrôle et suivi. Comme on a fait avec Coteau-Vert et Bois-Hélène, avec Michel Tardif, Ressources naturelles Canada, avec Frank Sorech-Goulet, qui nous aide toujours avec ses projets. Et c'est la notion qu'on peut partager toutes les leçons. Et ça veut dire que voir où sont des problèmes. On a mis même des thermomètres dans les murs extérieurs pour voir la qualité des coupeurs de nos ponts thermiques, voir qu'est-ce que c'est de mettre quelque chose de séparateur en fibre de verre au lieu de juste un métal et qu'est-ce que c'est la différence, même dans une construction en bois. Alors, nous sommes en train d'essayer de décortiquer où est la meilleure façon d'investir, où est la meilleure façon de garantir un niveau de contrôle, de confort. Et particulièrement dans une construction de bois, on a le luxe de faire tous nos coursives à l'extérieur qui sont déconnectées vraiment de l'intérieur à l'extérieur parce qu'on peut avoir des colonnes séparées. Faire tous les quoi à l'extérieur? Des coursives. Je vais encore les partager. coursives, oui. Oui. Donc, on voit ici que... Définir une coursive, la définition, c'est quoi une coursive? C'est un couloir extérieur protégé en partie par la neige, mais qui donne accès à ton unité de l'extérieur. Et à cause qu'on a plus qu'une colonne, on peut avoir une colonne proche de mur, puis une colonne à l'extérieur, puis juste un contreventement contre le bâtiment. C'est une façon de garantir que les balcons et les coursives ne sont pas des grands ponts thermiques. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est raisonnable et qu'on peut contrôler. Donc, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un détail spécial pour couper les ponts thermiques comme Isocorb quand c'est juste une connexion d'une poutre que de tout un balcon. On a découvert que les balcons en béton sont compliqués, mais on ne peut pas faire des balcons nécessairement en bois dans une construction 4 étages pour des raisons de problèmes de résistance au feu et propagation de la fumée. Alors, nous sommes en train de regarder qu'est-ce qui est possible pour la durabilité en même temps que pour la sécurité. Dis-moi, est-ce que tu es optimiste au niveau du nombre d'unités de logements collectifs qui vont être construits au Québec ou rénovés? Hein? Emmanuel me dit que depuis 3 ans, le standard, c'est Nouveau Climat pour la SHQ. Sauf que l'Association des GRT me dit qu'il y a 10 000 projets prêts à construire, mais que depuis que le gouvernement Legault est arrivé, il ne s'est rien fait. Je ne sais pas s'il n'a rien fait, mais c'est compliqué. Je pense que les villes n'ont pas assez d'argent et peut-être pas assez des ressources. Quand j'ai fait l'étude avec la Ville de Montréal de changer les normes Axelogie, ils ont dit que l'étude qu'on a faite est formidable. Peut-être qu'ils vont le faire en 2 phases, un 2.0 puis un 3.0. Et Daniel, peut-être pas toutes les mesures que tu as suggérées vont rentrer dans le 2.0 parce qu'on n'a pas des moyens financièrement. Ton contact à la Ville de Montréal pour Axelogie, à qui je devrais parler? Officiellement, c'est Rebecca Lazarich. Je vais vous donner, j'ai un blanc pour un second. Je vais t'envoyer ça. Okay. Mais ma question, ma question, c'est quels sont les obstacles que tu aimerais que les villes et Québec lèvent et l'industrie aussi? Pour moi, c'est seulement une question de mettre l'argent. Parce que, mettons qu'on travaille sur un projet maintenant,
un grand problème, c'est de trouver des terrains abordables. C'est impossible. Et dans des zones qui sont pas à l'extrémité de la ville, c'est pas juste de mettre tous les projets de logement abordables dans un quartier défavorisé. Il faut que ça soit partout. Et je trouve que le norme 20-20-20 va aider ça, évidemment. On va avoir le logement abordable dans notre projet C40. Ça c'est la ville qui impose logement 20 abordable, 20 famille pour tout projet de condo. Et accès à la propriété. Donc, famille, sociale donc, mais pour tout ça, ça prend des terrains et des fois, tu as besoin de payer pour le terrain un prix qui va coûter cher, mais c'est nécessaire. Je pense que ça, c'est peut-être le plus grand frein parce que nous, on a des moyens de faire des unités résilientes, abordables, durables avec les budgets. Très souvent, c'est le terrain qui coûte trop cher. La décontamination aussi, plusieurs des terrains sont disponibles et ils sont contaminés. Et donc, l'argent, c'est comme tu as besoin de mettre le boucle ensemble. Terrain, décontamination, travail avec le table de concertation du quartier, des besoins locaux. Donc, ça se peut prendre 5 à 8 ans pour réaliser un projet. La rénovation, est-ce que ça permet d'aller plus vite? Avec Benifer, Martin Roy a fait un rapport, j'ai vu un PowerPoint qui vous disait que c'était vraiment rentable. Est-ce que l'avenir ne serait pas long pour faire plus d'unités si on rénovait? Le problème avec la rénovation que j'adore et devrait être notre priorité, honnêtement, c'est que la rénovation ne marche pas trop bien avec des normes prédéterminées. Notre expérience à l'œuvre nous montre que chaque cas est unique. Tu as besoin de regarder le risque. Tu te souviens de l'ancien programme Paquet 1 qui date de 20 ans, que la ville a voulu faire 10 000 unités de rénovation, isolation gratuite aux entretoits. Puis on a découvert des problèmes de structure qui ne répondent pas au code. On a de knob and tube wiring, le filage dans l'entretoit illégal. Et au lieu de faire 10 000 unités, on a fait quoi? 500, puis le programme était terminé. Et c'est la même chose dans un sens. La rénovation, ça prend quelqu'un qui a le courage et les outils pour y aller loin, comprendre si on ajoute l'isolation à l'intérieur, il y a un fort probable problème de mettre le point de rosée au mauvais endroit. Et de ne pas avoir un jour d'avoir des problèmes de moisissure. On ne peut pas donner un cadeau à nos enfants que un de mes problèmes avec les programmes de rénovation, c'est axer sur le système mécanique. Et parce que ça coûte moins cher d'améliorer la performance énergétique en ajoutant le système mécanique, changer des ampoules, que de changer l'enveloppe. Et nous, on pense qu'on milite de changer peut-être 1 ou 2 façades par année si on n'a pas l'argent à tout faire que de juste commencer avec des systèmes mécaniques. Parce que l'enveloppe est la clé. C'est la clé pour confort, pour santé, pour la durabilité, parce qu'il y a plus de carbone dans les énergies intrinsèques des matériaux qu'il y a dans l'électricité. Et pour le moment, quand on a fait une étude avec CIREG, une de nos meilleurs groupes de recherche pour analyse de cycle de vie, nos problèmes, contamination d'eau, air et pas juste gaz à effet de serre, c'est vraiment dans les matériaux. Puis avec mes étudiants, nous sommes en train de voir le flux des matériaux et pourquoi la récupération des matériaux n'est pas encore bonifiée plus. Parce qu'au Québec, il y a plus de carbone dans les déchets de nourriture, dans la livraison de nos produits alimentaires, dans les déchets qu'il y a dans toute l'énergie de nos bâtiments, parce qu'on est chanceux d'avoir hydroélectricité. Donc, la qualité d'air et la notion de suivre les flux est tellement importante, mais on a tellement peu d'argent mis là-dessus. Donc, je sais que Hydro-Québec Énergie sont intéressés par ça, par les boucles d'énergie dans les contextes urbains, dans la notion
Mais quand je fais des projets pilotes, comme j'ai dit, pour le moment, c'est la résilience qui m'interpelle le plus pour aider les gens. Parce que la vérité, quand j'ai donné un colloque, une mini-salle, un séminaire, puis un atelier de travail en charrette à Copenhague en 2013, c'était fascinant. J'ai rencontré quelqu'un à la ville qui travaille dans le département d'eau. Puis en 2010, il a demandé à la ville de Copenhague 3 millions d'euros pour faire une étude sur le manque de résilience en cas des grandes inondations. Puis la ville a dit, mais on n'a pas 3 millions pour faire une étude pour aider la ville. En 2011, un peu comme à Montréal, ils ont eu une inondation incroyable. Ça a coûté 600 millions d'euros. Et en 2012, l'année après, ils ont eu une deuxième. Quelque chose qui devrait arriver une fois par 20 ans ou une fois par 100 ans. Puis ils ont dépensé un autre 700 millions d'euros. Donc, ils ont dépensé 1,3 milliard d'euros. Et quand je suis arrivé en 2013 pour l'étude et j'ai parlé avec le monsieur, il m'a dit, tout d'un coup, au lieu de demander l'argent, la ville a donné 90 millions d'euros pour faire une étude. Puis ils ont dit, donne-nous des résultats dans une année. Alors, ça veut dire que, un peu comme COVID-19, on n'a aucun revenu disponible ou argent disponible avant la crise pour la résilience. Mais pour tous les épargnes énergétiques, on a perdu une fortune par le fait que nos bâtiments ne sont pas conçus pour COVID-19, ne sont pas conçus pour l'inondation, ne sont pas conçus pour le canicule qu'on avait à Montréal il y a 3 ans, quand 70% sont morts. Donc, c'est comme la résilience ne rentre pas dans les calculs, ni la ville, ni des grands organismes. Et c'est une des raisons pourquoi la boucle d'énergie est intéressante, parce que ça ne prend pas beaucoup d'énergie à circuler l'eau pendant une panne d'électricité. Tu peux le faire et garantir qu'il y a un minimum de confort et sécurité pour pratiquement des hôpitaux, des projets avec des personnes âgées, etc. Dis-moi, est-ce qu'il y a des leaders quand même qu'on doit souligner leurs efforts Juste une chose qu'il faut que je quitte en 5 minutes. Oui, je sais. Dit, et je vais retourner une autre journée, peut-être dans une couple de semaines, si vous voulez. Mais on peut le faire à toutes les semaines, Denis. C'est fascinant. Je n'ose pas te poser des questions, je ne veux pas t'interrompre. Mais dis-moi, on parle des problèmes, mais donne-moi justement des exemples d'individus, de villes, d'entreprises qui sont avant-gardistes et qui travaillent avec vous. La vérité, c'est je suis très fier de notre équipe de C40 Reinventing Cities, l'équipe qu'on a gagnée. Pomerleau est notre constructeur. Nous sommes en train de prévoir une enveloppe préfabriquée avec le CLT pour un tour de 19 étages. Cross-laminated timber, CLT. Oui. Et le C40, c'est quoi? Je n'ai pas vu passer. Je vais t'envoyer les liens. On a gagné un concours international avec promoteurs privés, avec Evaluate Cambridge, avec Cogir dans l'équipe et avec ACDF Architecture et Pajot Morel Ingénieur et toute une équipe. Et c'est un projet mixte. Ça veut dire qu'il y a logement, bureau, puis un souk de commerce au rez-de-chaussée, même un serre souterrain pour la production de nourriture locale, des légumes, etc. Et c'est la notion que quand on a un programme mixte, le surplus d'énergie d'une avec des thermopompes internes peuvent être transférés à l'autre. Donc, on sait que pour faire la nourriture, ça prend beaucoup d'énergie et l'excès d'énergie peut aller à logement, etc. Donc, c'est la notion de ne pas juste connecter à la ville, mais même à l'intérieur du projet. Et c'est pas juste, mais c'est la notion d'éducation avant tout. Donc, d'éduquer les gens sur leur style de vie, d'arrêter des voitures si ce n'est pas nécessaire, changer comment on mange, comment changer les déchets, changer le tout, travailler sur un style de vie. Ça, c'est l'avenir pour moi, au lieu de juste des bâtiments verts. Exactement. Ce n'est pas acheter, tout résoudre le problème en achetant un produit. Oui, j'aime pas la notion des voitures électriques qui coûtent une fortune. Ça ne va pas régler le tout au Québec.
Non. Il faut qu'on investit dans la résilience avant ça, à mon avis. C'est pas que j'ai une voiture hybride moi-même avec ma femme, et la meilleure chose, c'est qu'on ne l'utilise pas. Ben, moi, c'est pareil, je travaille à la maison, puis j'ai une nouvelle auto électrique. Mais c'est problématique d'un point de vue analyse de cycle de vie avec les batteries et tout. Il faut qu'on soit honnête. Mon problème, c'est que je commence à générer beaucoup de gaz à effet de serre avec des enregistrements Zoom que je mets sur ma chaîne YouTube. Et il faut dire aux gens de les visionner à basse résolution ou même sans l'image. Tu as raison à 100%. Danny, je vois qu'il est 10h28 et 29. Ton temps est précieux, le mien aussi. C'est un grand plaisir. Écoute, on s'en relance d'autres. Il faut qu'on se parle plus souvent. Il faut qu'on échange et parler de vous davantage. Je vais t'envoyer le lien plus tard aujourd'hui pour l'enregistrement. Je pense que je vais avoir le temps vers 15h30. Parfait. Merci beaucoup. Okay. Un vrai plaisir. Ouais, continue la bataille pour l'électromagnétisme. Il faut faire un projet pilote là-dessus. Je vais te OK. OK. Ça sera un plaisir. Merci. Ciao. Bye-bye. Bye.